Bonjour à toutes et à tous, immense plaisir de vous retrouver en direct de la Porte de Versailles pour cette dernière journée de Vivatech. Soyez les bienvenus, on est ravis d'être ici avec vous en stage 3. Le programme de la journée sera le suivant puisque nous parlerons de Love and Tech, mais également de Society and Tech et de Startup Life. On démarre, si vous le voulez bien, ce sujet aujourd'hui, en cette matinée, avec l'amour. Ça nous concerne toutes et tous. Trouver l'amour dans un smartphone, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, c'est la question que je poserai à nos invités. Les applications de rencontres sont devenues un moyen courant de chercher l'âme sœur dans notre société, mais facilitent-elles vraiment la rencontre ou créent-elles des illusions et des frustrations? Existe-t-il de bonnes pratiques pour utiliser ces outils? C'est les questions que je développerai avec nos invités. Et vous aurez également, vous, la possibilité, vous qui êtes ici en présentiel, vous qui nous regardez également à distance, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Pour cela, vous téléchargez notre application Slido, et vous nous envoyez au fur et à mesure de vos réflexions toutes les questions. J'aurai le plaisir de les relayer à la fin de cette table ronde. Alors, c'est le moment peut-être de les accueillir et je compte sur vous pour justement les applaudir pour traiter ce sujet. Trouver l'amour dans un smartphone, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Je reçois Maya Amazorette, auteur et journaliste, Laurent Pujoulmont-Jouet, également enseignant-chercheur et maître de conférence, et Karima Ben Abdelmalek qui vont nous rejoindre ici sur scène. Les voici parmi nous, vous pouvez les applaudir. Soyez les bienvenus, allez-y. Maya, Karima et Laurent, vous êtes ici à nos côtés pour Vivatech, cette nouvelle journée. Et on va parler d'amour. Ça fait du bien de démarrer la journée en parlant justement d'amour. Je vous présente notre public qui est également ici à nos côtés en distanciel. Peut-être quelques rappels de chiffres pour justement un peu planter le décor et donner des éléments de connaissance. Selon les chiffres de l'INSEE, la France compte 18 millions de célibataires. Ça fait un Français sur 4. Plus de la moitié des célibataires ont plus de 50 ans. Ça s'explique notamment par tous les événements qui peuvent jalonner une vie, séparation, divorce, décès de son conjoint. Plus de la moitié des célibataires se trouvent dans des villes de plus de 100 000 habitants et 21% des célibataires français, 18 millions je vous le rappelle, sont concentrés en Île-de-France. Alors les applications de rencontres n'ont jamais été aussi nombreuses. D'après l'IFOP, près de 40% des célibataires se sont déjà connectés sur une application de rencontres. En 2020, la France compte 2000 sites de rencontres et applications pour un chiffre d'affaires qui avoisinerait 150 à 200 millions d'euros. Alors, trouver l'amour, eh bien, on va en parler justement avec vous trois. Maya Amazorette, vous êtes journaliste, vous êtes également autrice. Vous allez justement tous les deux tous les trois vous présenter. On vous retrouve dans l'émission Quotidien, on vous retrouve également sur France Inter et vous êtes spécialiste du sujet. Exactement, je travaille aussi pour Le Monde, je travaille pour Le Temps, je travaille à droite à gauche, j'écris des bouquins aussi sur les questions du genre et de la sexo, c'est-à-dire le sexe qu'on a et le sexe qu'on fait. Et donc évidemment, les applis de rencontre rentrent dans ce cadre. Karima Ben Abdelmalek, on va justement vous retrouver avec vous. Votre application, vous êtes l'application vous êtes la présidente de l'application de rencontre Happen. La promesse d'Happen, je cite, c'est « Trouve ton crush dans tes lieux préférés ». Karima, Happen, c'est quoi ? Exactement, bonjour à tous. Donc effectivement, Happen, on dit que c'est l'application de la vraie vie. La vraie vie parce que sur Happen, tout commence dans la vraie vie. Ce sont des personnes qui fréquentent les mêmes lieux que vous, qui aiment les mêmes lieux que vous et que vous avez croisés dans la vraie vie. Donc voilà, aujourd'hui, on compte 135 millions d'utilisateurs dans le monde entier, dont 11 millions en France. On en dira plus dans quelques instants. On poursuit avec vous, Laurent Pujoulmont-Jouet, puisque cet homme-là met la science au service de l'amour. Vous êtes maître de conférences et enseignant-chercheur de mathématiques appliquées à l'université Lyon 1. Vous êtes également auteur de 2 œuvres, Le jeu de l'amour sans le hasard et Mathématiques du couple. Alors Laurent, ma question est simple. Comment associer amour et science ? En fait, on l'associe sans le savoir. Vous l'associez depuis le début, c'est-à-dire Maya va utiliser des statistiques, beaucoup, donc les mathématiques, énormément. Karima va utiliser des algorithmes qui sont, avec de l'intelligence artificielle ou pas, qui sont développés par des mathématiciens, au départ, fondamentales. Moi, je travaille ni dans les probabilités, ni dans les statistiques, mais ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. Et ma recherche, principalement axée en général sur la biologie et la médecine, c'est-à-dire les maladies neurodégénératives, les cancers, etc.,
m'ont amené, avec les outils mathématiques, à étudier les relations amoureuses et l'impact des couples ou des célibataires via des applications de rencontres. Et vous avez cherché justement à savoir et à connaître comment un couple peut durer statistiquement, Laurent. Quels sont les résultats obtenus sur ce terrain-là? Alors, ce n'est pas statistique justement, c'est grâce à ce qu'on appelle des équations différentielles, des modèles mathématiques. Pour donner une image plus claire, les modèles que j'utilise, ce sont des modèles écologiques. C'est-à-dire que pour moi, une relation amoureuse est comme une population en voie d'extinction ou un sentiment peut être vraiment une espèce en danger. Et donc le but est de regarder les paramètres, comme par exemple une population de thon rouge en danger dans la Méditerranée, par exemple, savoir quand est-ce que notre sentiment ou notre relation va aller vers l'extinction, c'est-à-dire la séparation, ou quand est-ce qu'au contraire, sans rien faire quasiment, elle va vers un équilibre où il n'y aura pas de danger potentiel. Et ça, j'arrive à identifier 3 paramètres. Et c'est ça qui est intéressant dans mon approche mathématique, c'est que les modèles sont très simples et on identifie très peu de paramètres pour déjà savoir si notre relation va durer ou pas. Après, libre à chacun d'utiliser ces paramètres, à chacun de savoir si on veut une relation stable ou pas, et à chacun de prendre des conseils en identifiant sur soi-même, parce que chaque couple et chaque individu, même ici dans cette salle, est complètement différent. Donc, il y a un modèle, 3 paramètres, mais les valeurs des paramètres est un peu comme l'empreinte, on va dire, digitale de chacun d'entre nous, complètement unique pour chacun. Et on aura justement ce caractère unique, l'occasion de le vérifier tout au long de cette table ronde. On va avec vous, justement, chers spécialistes, on va surfer sur les aspirations de notre société face à l'amour. Vous allez nous éclairer sur les grandes tendances. L'amour, on l'a dit, n'a pas de sens unique. L'amour va en fonction de chacun forcément avoir des approches différentes. Amour pour toujours, amour éphémère, polyamour, relations épistolaires. Comment les Français utilisent les applications de rencontres? Karima, quels sont les phénomènes observés justement sur Appen? Comment les Français utilisent Appen, vos utilisateurs? Alors, de différentes manières. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs besoins différents, des générations différentes qui ont des besoins différents. Nous, ce qu'on constate, c'est que, et ça a été accéléré par la pandémie, effectivement, il y a un retour à la vraie vie, donc besoin de reconnecter avec les autres, avec une relation un peu plus de proximité dans la vraie vie. Donc ça tombe bien parce que sur Appen, c'est notre leitmotiv. Donc on a ce premier phénomène. Le deuxième phénomène, on va dire que on appelle ça le snack dating. C'est-à-dire qu'il y a aussi un besoin aussi de rencontres un peu plus décomplexées, moins engagées, moins de pression sur la rencontre et la possibilité de pouvoir en sortir facilement si on ne trouve pas son compte dans une rencontre. Et après, on va aussi avoir un phénomène d'infladating qui est la volonté aussi de faire un date sans forcément trop dépenser. Il faut savoir qu'aussi faire des rencontres, ça coûte de l'argent. Et avec la crise économique et l'inflation, eh bien, il faut être créatif, essayer de trouver des dates moins chers, plus originaux. Et donc, on peut aller faire tout simplement une balade dans un parc, aller voir une exposition gratuite. Voilà, on a besoin de ce date un peu plus décomplexé. Et après, la troisième tendance qu'on va observer, c'est aussi en lien avec les valeurs et on appelle ça l'éco-dumping parce qu'on a aussi envie de partager des valeurs communes. Et donc, le fait de pouvoir partager une valeur, notamment sur la responsabilité écologique qu'on peut avoir, eh bien ça peut être un deal breaker dans une rencontre aussi. Donc, les valeurs communes, c'est important. 3 grosses tendances en 2023 sur l'application Appen. Laurent, pour vous, les applications marchent, mais alors que pour s'amuser? Pourquoi? Pas que pour s'amuser. Tout dépend de ce qu'on veut en faire exactement et tout dépend de l'esprit qu'on a pour le faire. Et les derniers travaux qu'on a effectués et qui vont bientôt être publiés, grâce à des modèles mathématiques, on arrive à montrer que quand on est en centre-ville, c'est-à-dire une population assez dense, et qu'on a donc une grande possibilité de rencontre grâce aux applications de rencontre. Donc, c'est à une faible distance, possibilité de rencontrer beaucoup de monde. Si jamais on est très sélectif, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que les chances pour trouver une relation, si on veut retrouver une relation par les applications de rencontre, sont très faibles. C'est-à-dire que, en fait, le nombre de célibataires va augmenter dans ce cas-là. Si par contre on n'est pas sélectif, c'est-à-dire que vous testez 1 ou 2 personnes et que la deuxième personne
ça matche très bien. Pourquoi vous allez chercher quelqu'un d'autre? Et donc, dans ces cas-là, ça marchera très très bien. Et on a des courbes qui sont très intéressantes, qui montrent que justement, suivant les possibilités de rencontre, c'est-à-dire la densité de la population, avec le paramètre de sélectivité très bas, on a le nombre de célibataires qui va diminuer, alors que si on a la sélectivité très haute, on a tout d'un coup le nombre de célibataires qui remonte, et c'est contre-productif, encore une fois, si on veut avoir des relations durables, je veux dire. Il ne faut plus être sélectif. Maya, on va basculer avec vous. Maya, vous avez rencontré, pour la petite histoire justement, votre mari sur une application de rencontre, et vous dites par ailleurs... Tinder, on peut dire le nom, c'était Tinder. Sur Tinder, et vous dites que l'amour se décline finalement en fonction des envies de chacun. Je vous laisse peut-être le soin de nous en dire plus, Maya. Oui, parce qu'en fait, quand on parle des applis de rencontre, évidemment que les rencontres, c'est beaucoup de choses. On a utilisé des mots en anglais que je n'ai pas tout à fait compris tout à l'heure, mais il y a des personnes qui vont effectivement vouloir trouver une personne avec qui se marier. Il y en a d'autres qui ont besoin de quelqu'un juste pour passer une soirée. Il y a des personnes qui sont en monogamie, il y a des personnes qui ne sont pas en monogamie. Donc quand on mélange tout ça dans le même panier, on a tendance à peut-être faire un peu des approximations. Ensuite, les gens ne sont pas forcément sur les applis de rencontre uniquement pour rencontrer des gens, que ce soit l'amour ou un plan d'un soir. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui viennent sur les applis de rencontre pour se rassurer. On le sait notamment sur les applis de rencontre pour les personnes infidèles, qu'il y a plus de connexions quand les gens ont 29 ans, 39 ans, 49 ans, c'est-à-dire avant le passage de la décennie, au moment où on se dit mais c'est terrible, je vais avoir 50 ans, je vais être dévalué sur le marché de la séduction. Alors dans ce cas-là, on va se rassurer sur une appli de rencontre. Il y a aussi des personnes qui viennent rêver, il y a aussi des gens qui font des paris entre copains. Si vous êtes en soirée, quelqu'un pique votre téléphone et va dire « Ah, je vais te faire un compte sur Tinder », ça peut aussi être une manière de juste s'amuser un soir. Et c'est vrai que quand on compte le nombre d'utilisateurs, là on a dit par exemple 40% des Français se sont déjà connectés sur une appli de rencontre. La question c'est aussi de savoir, est-ce qu'ils y sont restés? Quels sont les utilisateurs réguliers? Parce qu'effectivement on entend 11 millions d'utilisateurs sur Appen. Le chiffre il est considérable, surtout quand on sait qu'Appen, c'est pas l'application la plus utilisée en France. Est-ce que ces 11 millions de personnes y sont tous les jours ou enfin, qui sont effectivement les gens qu'on va pouvoir dater? C'est aussi une vraie question qu'il faut pouvoir se poser. En tout cas, les applis de rencontre, ça sert à vraiment plein de choses, pas seulement à se rencontrer. On parlait justement de ces phénomènes. Vous voulez peut-être rebondir et compléter, Karima? Je voulais juste compléter. Nous, quand on s'inscrit sur Appen, on a un peu des statistiques. Et en fait, on s'aperçoit que plus de 50% de nos utilisateurs, quand ils s'inscrivent sur l'application, ils ne savent pas quel type de rencontre ils veulent faire. Ils ne viennent pas en disant « je veux trouver l'amour, je veux une relation sérieuse, etc. » Pour l'instant, au stade de l'inscription, plus de 50% vont dire « on verra bien ». Donc nous, les applications de rencontre, on est aussi là pour vous offrir des opportunités de rencontre, d'essayer de révéler ces opportunités et de les augmenter le plus possible pour que vous ayez une chance de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. On ne promet pas l'amour. En fait, aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si les utilisateurs qui utilisent les applications de rencontre viennent chercher l'amour. Je pense qu'en fait, chaque personne vient chercher ce qu'il veut sur une application de rencontre. Nous, on est là pour essayer d'offrir le plus d'opportunités possibles. Par ailleurs, il y a effectivement des applis qui sont un peu plus spécialisées pour plus de sexe ou plus de choses plus romantiques. On va y venir justement sur ce sujet-là. C'est systématiquement détourné par les utilisateurs. C'est-à-dire que les personnes les femmes notamment, peuvent avoir du mal à dire qu'elles cherchent juste du sexe, donc vont faire croire qu'elles cherchent l'amour pour en fait trouver une personne d'un soir, et inversement. Alors justement, qu'est-ce que ces phénomènes-là disent de notre société? On parlait de snack dating, on parlait effectivement d'aspirations qui peuvent être différentes d'une personne à une autre, on parlait de ces critères de sélection qui peuvent être parfois trop élevés et donc qui peuvent conduire à ne pas trouver l'amour. Qu'est-ce que disent finalement tous ces phénomènes que vous venez de nous dire là de notre société? Tous les trois, Maya peut-être, ou Laurent, ou Karima, c'est comme vous le souhaitez. Allez-y Maya. Alors là on vient d'aborder 40 phénomènes différents, donc ça dit vachement de trucs de notre société. Non, alors effectivement on a plutôt envie de se rencontrer. On a envie de se rencontrer parce que l'accès à l'amour et à la sexualité c'est un truc de statut social. En fait il y a une fausse citation d'Oscar Wilde qui traîne sur internet depuis une éternité. C'est que tout dans l'univers est au sujet du sexe, sauf le sexe qui est une question de pouvoir. Le sexe, c'est ce à quoi on a accès, par exemple, quand on est au sommet de la hiérarchie sociale. Et là, vous avez peut-être en tête Berlusconi qui vient de mourir, ou DSK. Il se joue beaucoup plus que de la sexualité et de l'amour dans le jeu des rencontres. Et ça se retranscrit sur le nombre de personnes qu'on cherche, mais aussi sur le type de personnes qu'on cherche à rencontrer via les applis. Donc j'ai l'impression que c'est ça que ça révèle. Une société peut-être plus libérée aussi, Laurent?
En fait, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de palper les tendances qui vont arriver. Et on pourrait discuter de savoir, justement, est-ce que c'est générationnel? C'est-à-dire que pour les cadras, les quinquas ou un peu plus, découvrir le potentiel de trouver quelqu'un de façon beaucoup plus facile peut également montrer et tester son pouvoir de séduction, de pouvoir d'attraction, etc. Et donc, quand je parlais de sélectivité, ça peut être ça. C'est-à-dire que on va tester les applications de rencontre juste pour savoir si on plaît encore, pour aller un peu plus loin ou pas, mais en général ça va être oui, je plais, je passe à quelqu'un d'autre. Oui, je plais, tant qu'on peut encore plaire. Et ce que Maya disait, quand on arrive à 39 ans, 49 ans, 59 ans, ça peut être ce cas-là. Et dans ces cas-là, l'objectif de l'application de rencontre, c'est juste se prouver à soi-même qu'on peut encore plaire. Ça peut être un jeu dangereux et ça peut mettre une forme d'addiction pour moi en tous les cas, qui n'est pas terriblement, enfin ça mène pas à grand-chose. Pour les jeunes générations, et en travaillant sur ce sujet-là, en regardant les modèles, je me suis dit que les jeunes générations, elles, auraient plutôt cette tendance inverse de se dire on est né avec les applications dans les mains, on les connaît par cœur, on connaît toutes les clés des influenceurs pour essayer de séduire, pour essayer de voir ça. Et donc, en fait, finalement, la sélectivité va être je peux plaire parce que je suis influenceur, je sais que je plais. Donc, quand je vais essayer de trouver quelqu'un, ça sera plutôt d'aller plus profond, de faire une soirée dans un parc, dans un restaurant, et d'aller beaucoup plus lentement. Et je conseille peut-être à tout le monde de relire ou de lire La lenteur de Kundera, qui est un super bon bouquin pour dire revenez au temps où on passait du temps pour se draguer. C'est un peu l'image que je pourrais prendre, c'est un peu comme quand on est à Noël. Qu'est-ce qui est bien à Noël? C'est pas quand le matin on ouvre les cadeaux, c'est toute la période avant. Et en fait, quelquefois on est déçu, quelquefois non, mais en général, c'est cette période-là qui fait monter le désir, qui fait que la relation va vraiment durer ou pas. Alors, c'est ma perspective d'un mathématicien avec des clés et des paramètres. C'est une première tendance que vous nous aviez justement partagée, Karima, ce retour aussi à la réalité et ce désir de faire de nouvelles rencontres. On va peut-être poursuivre, si vous le voulez bien, avec ces applications et ces sites de rencontres plutôt spécialisés en fonction justement des critères des uns et des autres. Et on trouve maintenant des applications de rencontres et des sites spécialisés, justement spécialisés en rencontres, orientation sexuelle, localisation, centre d'intérêt, critères esthétiques, croyances religieuses, convictions politiques. Le marché c'est naturellement adapté à la demande avec des sites spécialisés jusqu'à des sites même extra-conjugaux. L'amour est-il entré dans une nouvelle ère? Quelles sont les limites? Est-ce qu'on n'est pas justement là, le déterminisme social, on n'est pas en train d'en faire beaucoup avec ces sites et applications spécialisées, Maya? Alors, je vais pas ressortir Bourdieu de sa tombe, mais quand même si. Et déterminisme social. Exactement. L'homogamie a toujours été un critère absolument déterminant pour trouver des partenaires. On se marie plutôt avec des personnes de sa catégorie sociale. C'est très rare qu'on fasse des exceptions. En fait, il y a une archipélisation des rencontres qui correspond à une tendance sociale lourde qui dépasse. C'était pareil chez les entremetteurs, donc ça, c'est pas du tout nouveau. En revanche, ce qui peut être intéressant avec les applis de rencontre, c'est justement de pouvoir sortir de ça, ne serait-ce que pour du snack dating ou juste pour ce que moi j'appellerais des coups d'un soir, c'est-à-dire de refaire un petit peu une forme de tourisme sexuel à proximité de chez soi et de se dire ah oui, tiens, je vais aller pour une soirée, passer une soirée avec une personne beaucoup plus riche, beaucoup plus pauvre. Ça peut être une fétichisation raciale, ça peut être de dire tiens, je vais aller coucher avec un noir, c'est pas très glorieux, hein, mais ça existe sur les applis de rencontre. Et dans ce cas-là, on retombe sur quelque chose qui est aussi assez ancien, qui est le tableau de chasse. Les applications de rencontre permettent de faire des petites croix et de dire, voilà, moi j'ai fait le plan A3, moi j'ai fait ceci ou cela. On avait une formidable promesse de départ qui consistait à se dire qu'une application de rencontre c'était un melting pot de personnes, et là avec ces sites spécialisés au contraire justement les personnes se retrouvent en fonction finalement de critères plus spécifiques. Karima, que pensez-vous? Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère? Est-ce qu'il y a des limites à tout cela? Oui, alors moi je rejoins Maya sur le fait qu'à l'origine, parce que les applications de rencontre ça a été lancé en 2014-2013. Et donc, à l'origine, on a voulu sortir de ce cercle privé de la rencontre. Et effectivement, c'était aussi un moyen de désencastrement et de sortir de cette homogamie et de pouvoir justement aller explorer une éducation sexuelle en dehors de son cercle
habituel, amis, ce qui se passe autour de vous. Et donc, c'était l'ambition aussi, hein, c'est d'offrir des opportunités beaucoup plus larges en dehors de son espace privé. Et donc, sur les applications, vous aviez une photo, un prénom. Et donc, ça allait très vite. Vous aviez donc pas grand-chose comme information. Et donc, la rencontre était complètement sortie de le statut social, le job, etc. Sauf qu'en fait, au départ, les informations qu'on demandait aux utilisateurs, c'était essentiellement votre niveau d'études et votre profession. Donc, on reste quand même dans ce statut social qui vous permet aussi de, quelque part, retrouver cette homogamie sociale. Par contre, ce qu'on constate maintenant, c'est qu'au fil des années, finalement, toutes ces informations qui étaient assez pauvres, donc photo, prénom et âge, et éventuellement profession, ça ne suffit plus. Et les utilisateurs en demandent beaucoup plus. Donc on se rend compte que finalement, on ne va plus juger sur seulement une rencontre physique, parce que la rencontre physique arrive dans un second temps. On va juger sur un texte, sur une manière de parler, sur des préférences culturelles et autres. Et donc, on va passer de l'homogamie sociale à l'homogamie culturelle, où on va chercher plutôt des gens qui partagent les mêmes codes, les mêmes hobbies, les mêmes lieux. Nous, par exemple, 80% des utilisateurs nous ont dit qu'ils aimeraient connaître les mêmes lieux que les Happeners qu'ils rencontrent, de la même manière qu'ils nous disent qu'ils veulent connaître les hobbies, loisirs, etc. des utilisateurs. Donc, on passe d'une homogamie sociale, où le statut social est important, à une homogamie un peu plus culturelle, où on veut partager les mêmes codes, les mêmes préférences, les mêmes goûts. Et je vais juste relativiser un peu ce que je dis, c'est que ça, c'est valable en Europe, mais on n'a pas du tout les mêmes comportements en Inde, par exemple, ou dans les pays émergents, où dans les pays émergents, on va être encore sur le statut social à une énorme importance dans la rencontre. Maya, pour compléter rapidement. Oui, ça peut paraître un petit peu désenchanté comme discours, parce qu'on se dit c'est terrible, on ne fait que rencontrer les mêmes personnes indéfiniment. C'est pas si mal dans la mesure où ça permet d'avoir des conversations plus simples. En fait, ce qu'on recherche, c'est aussi de la fluidité. Ensuite, juste une petite remarque sur l'histoire des photos. Les photos, c'est très riche comme information, parce qu'avec les photos, on peut montrer son torse, c'est très important. Non, on peut montrer qu'on a un cercle amical, on peut montrer qu'on a des loisirs, on peut montrer son statut social grâce à ces photos. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a que des photos que le jugement est moins intellectualisé. Laurent, que dit la science justement? L'amour est-elle rentré dans une nouvelle ère? Le déterminisme social alors? Alors c'est bien de parler déterminisme et non pas de statistique, parce que justement mes modèles sont déterministes et non pas probabilistes ou statistiques. Donc l'idée c'est vraiment de dire à partir du moment où on va rentrer dans une relation, parce que moi toute la rencontre etc, c'est pas mon boulot, en tout cas dans mes premières études, c'était une fois que la relation est installée, comment la garder? Et les 3 paramètres, je vais les donner ici, comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir sur Internet. C'est l'usure du couple, c'est-à-dire l'habituation. Autrement dit, l'autre va faire partie de son entourage et de son environnement, et le cerveau va dire, à un moment donné, c'est plus un danger, une surprise ou quelque chose comme ça, et la relation est acquise, et je ne vais plus faire d'efforts. Et donc, en gros, on fait partie des meubles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste pointer les reproches et ne plus jamais soit anticiper des surprises, des bonnes choses, etc. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça rejoint la photo, etc. C'est le potentiel d'attractivité. Au début, ce qui attire, c'est la photo, le physique, le torse. Mais au bout de quelques semaines, et quand on a découvert le physique de l'autre et les réactions, si elle aime se faire titiller les tétons ou peu importe les trucs, en gros, au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, on se dit « Ok, c'est quoi l'attractivité de l'autre ?» Et c'est là qu'on bascule sur la complicité, sur le charme, sur le fait qu'on ait des discussions intéressantes, le fait de rire ensemble, de partager. Et en fait, le potentiel physique commence à... En fait, l'attractivité est un paramètre qui évolue et c'est une combinaison de plein d'autres paramètres. Et le troisième, et ça évolue complètement en fonction de la personne qui pourrait mettre, par exemple, un profil à une date. Il va lui arriver quelque chose dans sa vie et si c'est le même profil, sa façon d'être va être complètement différente, disons dans 10 mois, avec le même profil. Alors que ce ne sera plus toute la même personne, c'est la réaction à l'amour de l'autre. Ça peut être complètement linéaire. Plus on m'aime, plus j'aime. Plus je déteste, plus on me déteste, plus je déteste. Ça, c'est linéaire, c'est très droit. Et quelquefois, c'est beaucoup plus compliqué. Imaginez qu'une personne va sortir d'une relation très douloureuse
va trouver quelqu'un qui pourrait être en fait potentiellement la personne de sa vie, hein, l'amour de sa vie, mais comme cette personne-là ne veut plus souffrir ou a peur de souffrir, eh bien cet amour trop fort va être rebutant et elle va s'éloigner. Donc en fait, au lieu d'avoir une courbe toute droite, on a des courbes comme ça qui nous donnent une quantité d'équilibre potentiel différent. Et l'autre qui n'a envie que de donner de l'amour va se retrouver dans un équilibre où l'autre partenaire qui a souffert va le rejeter. Et ça peut créer soit de la confusion. Et ces courbes-là, chacun de nous a une courbe qui évolue suivant tout ce qui peut se passer. La perte d'un proche, une séparation, ça peut être un viol, ça peut être un autre truc, qui font qu'on va changer tout le temps. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est regarder si le couple va être solide ou pas, un peu comme les 3 petits cochons qui construisent une maison en paille, une maison en bois et une maison en pierre. Est-ce que notre relation va tenir face au loup, c'est-à-dire les premières perturbations, les premières disputes, ou pas? Et les paramètres nous permettent de dire si on est bien préparé dans notre relation à résister à des disputes fortes, moins fortes, quotidiennes, pas quotidiennes, etc. Je vous propose de continuer, on va parler de français et de sexe, avec, rappelons-le, ce chiffre, 18 millions de célibataires en France. On parle de la jeune génération comme la génération no sexe, une génération jeune qui pratique moins le sexe que les précédentes générations. Quelles sont les grandes tendances sur le sujet des Français et du sexe? Je me tourne vers vous. Les Françaises et les Français utilisent-ils finalement les applications pour rencontrer un partenaire sexuel? On va faire des réponses très courtes parce qu'on a 15 minutes et le temps aussi bien sûr de se tourner vers le public avec l'application, je le rappelle, Slido. Alors Maya. Réponse courte, oui, mais est-ce que ça les rend heureux? Non, pas forcément. En fait, on a 80% de gens insatisfaits de leur utilisation des applis de rencontre, notamment quand il s'agit de trouver des partenaires sexuels. Je reprends mon souffle. Donc, les gens le font. Est-ce que ça marche? Non. Non, ça ne marche pas, d'accord. En tout cas, ils sont malheureux. 80%, ça correspond en fait au nombre d'hommes qui sont systématiquement rejetés par les applis de rencontre parce qu'ils ne correspondent pas aux critères de désirabilité. Donc il faut faire attention, sur les applis de rencontre, très peu de personnes, très peu d'hommes récupèrent à peu près toutes les femmes en sexe. Karima, justement, sur ce sujet pareil. Nous, comme je vous l'ai dit, on ne prédétermine pas la rencontre. Donc nous, on est là pour offrir le plus d'opportunités possibles. Ça passe par les applications de rencontre. Vous avez aussi les réseaux sociaux qui sont des moyens de rencontre. Donc nous, on est juste là pour augmenter toutes les chances possibles de créer des interactions sociales. Les gens ont besoin d'interactions sociales, de liens sociaux. Ensuite, ce qui se passe dans la vraie vie, ça sort du cadre des applications de rencontre. Je parlais justement, Laurent, des nouvelles générations. Quelle est la place du sexe dans la vie des nouvelles générations, cette génération no sexe? Alors, moi, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est encore les tendances et les discussions. Enfin, ce que moi, j'essaye de palper, c'est que justement, les jeunes ont cette profusion, soit d'images pornographiques, c'est facile d'aller sur les sites internet, etc. Et donc, en fait, finalement, ils peuvent quasiment se satisfaire tout seuls du sexe ou faire autre chose. Et ils ont peut-être moins tendance à avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Et encore une fois, c'est une question générationnelle, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont besoin de plaire, de montrer qu'ils peuvent plaire ou pas. Mon sentiment, mon intuition, c'est que les jeunes générations vont chercher à avoir des relations beaucoup plus lentes, beaucoup plus douces, beaucoup plus profondes, et peut-être même des relations sexuelles beaucoup plus intenses et moins superficielles, parce que s'ils recherchent un sexe superficiel, ils peuvent l'avoir de façon virtuelle. Alors je ne sais pas du tout si Maya est d'accord ou pas, justement, mais en tous les cas, c'est le sentiment moi, que j'essaye de voir dans les études que je fais. Maya, votre réaction? On voit un déclin du nombre de rapports sexuels, de la fréquence sexuelle dans les pays occidentaux, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, depuis effectivement quelques années, chez les jeunes précisément. Ensuite, il faut faire un petit peu attention à ces chiffres pour plusieurs raisons. Déjà, les scientifiques, quand ils posent les questions, définissent un rapport sexuel comme une pénétration. Or, il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir, par exemple, une fellation dans un bar qui ne sera pas comptabilisée parce que ce n'est pas considéré comme du sexe. Jurisprudence Clinton, on n'a toujours rien appris de nos erreurs. Ensuite, il y a beaucoup moins de rapports non désirés, j'espère. Ça, c'est mon intuition à moi. C'est que les femmes, depuis le mouvement MeToo, peuvent plus facilement dire non. Donc les rapports qui sont perdus sont probablement des rapports où on se force un peu ou alors carrément forcé. Et dans ce cas-là, c'est une excellente nouvelle que les jeunes fassent moins de sexe. Allons sur le terrain. Oui, Karima, allez-y, pour compléter peut-être. Je voulais juste rebondir sur le fait que nous, on a fait une enquête avec Nelly Rodi
pour avoir justement ces tendances-là dans le dating. Et on constate qu'il y a un retour au slow dating, c'est-à-dire le fait de se recentrer sur soi, d'être plus dans la recherche d'authenticité et moins dans le volume des différentes expériences. Effectivement, il y a un peu un retrait, revenir un peu. Donc c'est à l'antithèse du snack dating, le slow dating. Le slow dating, c'est vraiment, on prend le temps de savoir ce qu'on veut, ses besoins, au lieu de constater ce que les autres veulent. Il y a vraiment un recentrage sur ses besoins. Est-ce que c'est justement sur toutes les générations? Oui, au global, nous, c'est ce qu'on constate, même les jeunes. D'accord. Même les jeunes, oui. Mais justement, moi, c'était pas les jeunes qui m'intéressaient, c'était les plus âgés. Oui, au global, oui. Ouais, c'est global, ouais. Parlons de la triche sur les applications de rencontres. On peut tricher avec naturellement des photos que l'on arrange. On peut également tricher sur des informations qui peuvent être spécifiques à sa vie. On use tous peut-être de stratagèmes pour se présenter sous son meilleur profil. Est-ce que c'est une tendance de fond, Maya ? Tout à fait, c'est absolument observé. On sait qu'en gros, les hommes se rajoutent sur les applis de rencontre entre 2 et 5 cm, les femmes s'enlèvent 2 à 5 kg, on s'enlève généralement 2 ans, c'est normal, mais en même temps, on triche dans la vraie vie. Vous avez vu la taille de mes talons? Moi, je triche aujourd'hui. Hein. C'est assumé. Allez, on continue. Moi, je ne peux pas tricher sur mes cheveux. Justement, sur ce sujet, comment gérez-vous les faux profils sur Appen? Comment est-ce que vous faites pour garantir les meilleures conditions, finalement, de rencontre? Il y a plusieurs moyens. Hein. D'abord, il y a la modération humaine. Hein. On traite des signalements avec des équipes qui sont 24/24, 7 jours sur 7, là pour répondre aux demandes des utilisateurs et aux signalements. On a aussi l'usage de la technologie. Puisque avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez détecter très facilement un certain nombre d'indices sur les profils qui vous permettent d'identifier ces faux profils. Vous avez aussi le comportement qu'on peut avoir sur l'application. Un humain ne peut pas liker 80 fois en 1 seconde. Donc ces robots-là, on les détecte très vite. Donc le comportement, ça joue aussi. Et enfin, on fait appel à l'innovation, la certification de profil par la biométrie. Nous, c'est le choix qu'on a fait, mais il y a plein d'autres solutions qui sont utilisées par des applications de rencontre. Nous, on a fait le choix de la biométrie, de la vérification de profil quand vous vous inscrivez sur Appen. C'est aussi un moyen pour lutter contre les faux profils. On sait sur qui tomber quand effectivement on a après, cette procédure-là. Il ne faut pas sous-estimer aussi la prévention et la communication. Parce que je pense que dans les applications, nous, on a une responsabilité aussi de sensibilisation sur ces sujets-là dans l'application. Donc on a aussi des campagnes in-app pour expliquer aussi et prévenir ce genre de faux profils. Maya, vous souhaitez rebondir? Très court. Je suis bien sûr absolument persuadée que sur Appen, il n'y a absolument aucun faux profil. En revanche, les applis de rencontre sont des applications complètement opaques, qui ne transmettent pas leurs chiffres aux journalistes comme moi. On ne peut pas vérifier qu'elles fassent le travail. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plusieurs scandales sur plusieurs sites avec une quantité effroyable de faux profils. Pourquoi? Parce que le but des applications de rencontre, c'est de gagner de l'argent. C'est quand même des entreprises avant tout commerciales. Donc leur but, c'est pas que vous trouviez forcément l'amour ou que vous trouviez des partenaires sexuels, c'est que vous restiez sur leur plateforme. Donc il faut faire attention un petit peu au contexte économique dans lequel on se situe. Et on ira sur le sujet de la confidentialité avec ma prochaine question, je l'espère. Avant cela, Laurent, pour compléter justement, un couple sur 2 divorce. Pourquoi? Grâce à nos paramètres, on sait pourquoi. Voilà. C'est-à-dire que les hommes, par exemple, ou dans le couple, on va tout miser au départ sur son physique et rien d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que soit on va se laisser aller, soit justement on est creux derrière. Alors c'est peut-être arrivé chez certains d'entre vous, c'est d'avoir une relation avec quelqu'un, un mannequin très très beau. Alors désolé, je vais caricaturer, c'est pas une généralité évidemment, mais en gros quelqu'un de très très beau. On dit waouh top, j'ai gagné le gros lot, etc. Et puis au bout de 2-3 semaines, on se dit je m'embête pour être poli. C'est-à-dire qu'il va rien se passer. Donc ça c'est une des raisons. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la résistance aux perturbations et à la dispute. La plupart des disputes, justement, viennent de l'usure, de ce manque, justement, de cette habituation. L'autre fait partie du meuble. Et le manque de considération de l'autre, ne serait-ce que essayer de comprendre qu'une relation est une sorte de reconquête. Quand on veut une relation épanouie et longue, pas une relation courte, mais essayer de reconquérir son conjoint ou son partenaire tous les jours, juste par un mot gentil. Déjà ça, c'est déjà une bonne étape pour progresser. Il y a un autre truc qui est très intéressant, et je l'ai vu dans les statistiques, pour une fois j'ai essayé de regarder les statistiques, c'était qu'un couple hétérosexuel avec quelques enfants va à un moment donné se lier sans s'en rendre compte grâce aux enfants. Imaginons que le dernier
des enfants partent à l'université. En général, c'est autour de la quarantaine, cinquantaine pour le couple. Ils se retrouvent face à face. Et pendant des années, ils ont vécu pour les enfants sans vivre vraiment une vie de couple. C'est ce qui arrive quelquefois. Le départ du dernier et quelquefois une crise de divorce, enfin un cas de divorce, même une crise de la quarantaine, quelque chose comme ça. Donc en fait, on arrive à identifier ces paramètres. Il n'y en a pas qu'un, c'est une combinaison de plusieurs qui explique pourquoi les couples vont vers des échecs, 1 sur 2 va vers l'échec, et notre travail est d'identifier chez chacun, que chacun fasse son travail et se dise où j'en suis dans mes paramètres, où j'en suis dans mon couple, vers quoi je vais, est-ce que ma maison est en paille, en bois ou en briques, est-ce que les enfants vont, alors je ne sais pas s'il y en a, est-ce que le dernier va partir à l'université, il faut que je me prépare à quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Trouver l'amour dans un smartphone, c'est le sujet de notre conférence aujourd'hui. Et je vous propose d'entrer dans les 5 dernières minutes avec vos questions. Et je retrouve justement une personne qui est avec nous dans la salle. La question est la suivante. La honte que l'on peut ressentir à l'idée de rencontrer l'amour via une application de rencontre est-elle justifiée ? Alors, quand on ressent cette honte, est-ce que c'est justifié ? Est-ce que tout le monde finalement ressent un peu de honte avant de télécharger une application et avant de renseigner peut-être son inscription ? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu de chemin quand même depuis l'invention de Mythique. Non, on demande si elle est justifiée, en tout cas si c'est un sentiment que tout le monde peut ressentir au moment de son inscription. Là, je suis un petit peu perplexe par rapport à cette question parce que ça fait maintenant 20 ans qu'on utilise en gros des sites de rencontres. Donc j'ai l'impression que c'est quand même très très banalisé. Il faut peut-être changer d'amis dans ce cas-là. Karima, est-ce que justement on ressent un petit peu de honte avant de télécharger à peine ? Oui, écoutez, ça dépend des pays, mais en tout cas en France, je pense que maintenant ça s'est démocratisé, c'est devenu un moyen comme un autre de faire une rencontre plutôt démocratisé. Dans d'autres pays, je ne pourrais pas dire la même chose. En Inde, on a encore un travail de démocratisation à faire. Au Brésil, pour le coup, c'est hyper démocratisé, totalement assumé par les hommes et par les femmes. Donc voilà, ça dépend des pays. Laurent ? Même réponse, je pense qu'on a fait du chemin. Je pense qu'au début, oui, ça devait l'être, comme quand on passait des petites annonces et qu'on restait anonyme ou des choses comme ça. Maintenant, je pense que c'est venu dans le quotidien de tout le monde. Et puis, ça marche. Pour Maya, moi, j'ai 19 ans avec mon mari et ça marche super bien. Donc, ça marche quelques fois, ça marche pas d'autres fois. Et voilà. Bon, on peut déjà compléter l'intitulé de la conférence, trouver l'amour dans un smartphone, pourquoi ça marche pas. On va retenir pourquoi ça marche, ce premier intitulé. Merci à tous les trois, merci à vous, Maya Mazorette, que l'on retrouve bien sûr sur France Inter, mais également sur Le Quotidien. Merci également à vous, Laurent Pugeot-Manjouet, qui a fait le chemin jusqu'à nous de Lyon, et Karima Ben Adelek, qui nous reçoit ici également, présidente d'Appen. Vous pouvez les applaudir, nos 3 intervenants. Merci à vous pour ces échanges. Et puis vous qui êtes parmi nous, vous qui êtes peut-être connectés chez vous, eh bien on se retrouve tout de suite dans quelques instants avec Camille Aumont-Carnel, de Moi à Nous, réseaux sociaux et sex-positivisme. Elle est CEO de Je m'emballe clito et justement elle va vous parler de ce sujet, c'est à partir de 10h45. À tout de suite.